Je vous propose qu'on démarre puisque on a la moitié des inscrits, la meilleure moitié qui s'est connectée à l'heure et comme on a un programme assez chargé, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Bienvenue à vous pour ce webinaire. Je vais tout de suite, donc Anne-Laure Federici, déléguée générale du RTES. Je vais tout de suite laisser la parole à David Ekel, directeur de la CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec qui nous co-organisons cette rencontre. Merci Adelaure. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce premier webinaire thématique des collectivités pour l'économie sociale et solidaire des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Moi, je suis effectivement David Ekel, je suis directeur de la CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vous avez à l'écran Jean-Michel Miccioni, qui est le directeur de la CRES Corse. Les CRES dans vos régions sont les organisations quasi-consulaires qui représentent les intérêts des entreprises de l'économie sociale et solidaire auprès des pouvoirs publics et des autres forces économiques des territoires. Ce club, il est co-animé par nos deux CRES et le RTES, le réseau des collectivités locales pour une économie solidaire. Ces clubs en France, parce que dans plusieurs régions ils existent, ils ont une ambition principale, c'est de créer en fait, d'animer un réseau de pairs composé de collectivités locales et d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui s'appuient dans leur politique, dans leurs enjeux de développement, de réponse aux besoins des populations, sur les solutions portées par les entreprises de l'ESS. Et ce club a pour ambition de favoriser l'échange de pratiques et d'approfondir certaines thématiques pour ensemble imaginer, soit s'inspirer, soit imaginer des développements dans les collaborations entre les collectivités et les entreprises de l'ESS. Il y a quelques mois, on a fait un premier webinaire d'installation de ce club pour nos deux régions. Et plusieurs thématiques ont commencé à ont recueilli l'attention du plus grand nombre, dont celle qui vous est proposée aujourd'hui. Le rapport entre l'économie sociale et solidaire et la politique de la ville. Alors, souvent, on a l'habitude de dire l'économie sociale et solidaire se présente comme une économie du territoire qui apporte des réponses pour et par et par les habitants. Quand on regarde un peu spécifiquement comment l'ESS se décline dans les territoires, on peut s'apercevoir que sur certains territoires spécifiques, elle a des déclinaisons particulières. Et par exemple, au sein des quartiers relevant de la politique de la ville, le poids de l'emploi de l'ESS dans l'emploi total est significativement beaucoup plus important que la part de l'emploi de l'ESS dans la totalité de l'emploi dans d'autres territoires. En France, globalement, l'ESS représente 10,7% de l'emploi dans l'emploi total. Si on regarde une moyenne de cette part au sein des quartiers relevant de la politique de la ville en France, on voit que l'ESS représente au- en moyenne 17% de l'emploi dans ces quartiers. Donc on voit bien qu'il y a effectivement un sujet de ce rapport entre l'ESS et la politique de la ville, et c'est ce qu'on va explorer ensemble, non pas d'un point de vue théorique, la parole des experts, là c'est une parole de pair, c'est la parole des acteurs, et c'est ce qui vous est proposé dans le programme que Anne-Laure va vous présenter. Merci beaucoup David pour cette introduction. Alors c'est la première fois qu'on accueille les collectivités et la CRES Corsica, puisque c'était à la demande de quelques collectivités de Corse qu'on a décidé, donc c'est aussi un peu une première pour nous de faire un club à l'échelle d'une interrégion. Et voilà, j'en suis particulièrement contente. Sur un mot très rapide sur le RTES, même si beaucoup d'entre vous connaissent le RTES.
côté le RTES, c'est un réseau de collectivités donc, qui a été créé il y a un peu plus de 21 ans par des élus qui ont souhaité créer un réseau à la fois d'échanges de pratiques entre collectivités et un réseau également de plaidoyer pour faire avancer la place de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques à l'échelle locale, nationale et européenne. Donc, on a nos adhérents, le RTES compte aujourd'hui un peu plus de 195 collectivités locales adhérentes de tous échelons, ce qui est une des particularités du réseau, région, département, ville, intercommunalité. Donc, par exemple, le département des Alpes-Maritimes est adhérent au RTES. La collectivité territoriale de Corse est également adhérente au RTES. Voilà, donc on a tous les niveaux de collectivité. J'ai vu qu'il y avait l'agglomération d'Ajaccio qui est présente, puis Sainte-Réparade, la ville de Marseille, Grasse, bien sûr, qui va témoigner. Voilà, donc 195 collectivités au niveau national pour cet espace d'échange. Le RTES, depuis plusieurs années, en lien notamment avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, a travaillé sur la place de l'ESS dans les politiques publiques, dans les quartiers politiques de la ville, avec, comme le disait David, à la fois une place, un poids important de l'ESS, mais en même temps une économie sociale et solidaire dont la contribution au développement des quartiers reste encore mal connue, à part parfois l'insertion par l'activité économique, mais les autres et les associations, mais dans son ensemble, ça reste assez mal connu. Et donc, voilà, on a souhaité mener des travaux pour explorer la façon dont on pouvait renforcer à l'échelle territoriale les liens entre l'économie sociale et solidaire et les quartiers politiques de la ville. Donc, pour approfondir ce sujet aujourd'hui, comme l'a indiqué David, on a choisi des sortes de partage d'expérience. Alors, voilà, excusez-moi. Donc, les collectivités adhérentes au RTES en PACA et en Corse. Euh, le... On va avoir d'abord une présentation par Laurent Bielicki, chargé de mission au Centre ressources politiques de la ville, Sites et ressources, du cadre un peu général et des actualités de la politique de la ville. Et on aura ensuite un temps de débat, de partage d'expériences autour de retour d'expérience de deux territoires, donc la ville de Marseille et la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, et avec pour chacun de ces territoires le regard ESS et le regard politique de la ville. Et bien sûr, ces clubs, hein, ces webinaires sont d'abord des temps de partage d'expériences, d'échanges. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions, vos expériences dans le chat. Et puis, vous pourrez également intervenir. Mais je vous propose tout de suite de donner la parole à Laurent Bielicki pour nous présenter les actualités de la politique de la ville, parce qu'il y a un certain nombre d'actualités à ce sujet. Laurent, je te donne la parole et donc tu peux partager ton Ça écran. va. Merci beaucoup Anne-Laure. Eh bien, voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, voilà, je travaille à Cité Ressources, c'est le centre de ressources politiques de la ville en PACA. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, dites-vous qu'il y a une structure comme celle-ci dans toutes les régions en France, à la fois en métropole et en outre-mer, et qui vise à appuyer les acteurs de la politique de la ville. Alors, je suis désolé pour ma caméra qui est peut-être un peu merdique. Et j'ai l'impression en plus avec le casque d'être un présentateur de l'ORTF. Ça tombe bien puisque je vais vous parler des actualités. Donc voilà, le journal télévisé des actualités de la politique de la ville, qui est assez chargé en ce moment puisque effectivement, on rentre dans une phase d'élaboration des nouveaux contrats de ville dans le cadre donc je vais partager mon écran. J'espère que vous le voyez. Et je vais, voilà, tout simplement l'agrandir. Diaporama à partir du début. Voilà. Donc tout simplement, la fin des contrats de ville 2015-2023 et puis une nouvelle génération de contrats de ville qui arrive, qui s'intitule, donc le titre est Engagement quartier 2030.
Vous voyez en petit grisé un élément qui indique un petit peu l'état d'esprit. Le contenu de la nouvelle génération des contrats de ville devra être recentré sur les enjeux les locaux les plus prégnants, identifié en lien étroit avec les habitants des quartiers, articulé avec les autres stratégies des politiques publiques présentes dans les territoires. C'est l'état d'esprit, alors qui change pas forcément énormément par rapport à ce qui existait auparavant. Il y a quelques mots-clés quand même qui nous semblent importants et dont je reviendrai sur la suite. Les textes qui encadrent cette nouvelle génération de contrats de ville, bah, vous les avez ici. Il y a une circulaire relative à l'élaboration des contrats de ville du 31 août 23, une nouvelle géographie prioritaire qui se met en place avec des nouveaux quartiers, des quartiers qui sortent, des quartiers qui sont transformés, et puis une instruction relative à la gouvernance qui vient de paraître, qui est pas très très précise en tout cas dans son contenu, enfin qui dit beaucoup de choses, mais qui ne, je dirais qui n'oblige à rien en fait, qui renvoie à beaucoup de choses dans le sens vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire ceci, sans être très très précise sur les contraintes. Et enfin, des contraintes calendaires. Hein, le 31 mars 2024, c'est la date requise pour rendre les contrats de ville. Ce qui veut dire que certaines collectivités ici dans la région sont prêtes, mais il n'y en a pas beaucoup encore. Certaines sont en cours. Et puis certaines sont vraiment un peu à la traîne. Enfin, il y a beaucoup d'équipes qui sont un peu dans l'urgence. Donc, on risque d'avoir des contrats de ville s'ils doivent être signés au 31 mars, qui seront assez imparfaits et qui mériteront d'être travaillés davantage dans la durée et notamment sur un certain nombre de volets. Et je vais y revenir sur les projets de quartier. Voilà, vous avez ici cette nouvelle géographie prioritaire. Les modalités de délimitation des quartiers prioritaires de la ville, donc les QPV, sont les mêmes que ce qui existait dans le cadre de la loi Lamy de 2014. Simplement, ben, effectivement, on a une augmentation du nombre de quartiers au niveau national. 1296, on est passé à 1362. On a 111 quartiers qui entrent, 45 qui sortent, et puis près de 1000 qui sont modifiés. Vous avez ici un petit tableau qui montre un peu les évolutions en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui montre effectivement, on était à 128 quartiers dans la génération précédente, c'est 135 quartiers aujourd'hui avec le petit décompte des quartiers qui sortent et qui entrent. 135 quartiers dont la majorité est positionnée sur les Bouches-du-Rhône et la métropole Aix-Marseille-Provence globalement concentre 66 quartiers, 16 communes, c'est quand même un gros volet de l'ensemble de la politique de la ville en région. Voilà, une politique de la ville qui concerne globalement 10% de la population. Un habitant sur 10 en moyenne, globalement, habite en QPV. On n'a pas les dernières données INSEE par rapport au découpage nouveau des quartiers. L'INSEE s'est engagé à les produire d'ici mars. Donc, on aura une géographie totalement actualisée à ce moment-là. Voilà pour les éléments un petit peu statistiques du cadre. Concernant la doctrine de la politique de Laurent, la ville, oui, Laurent, j'ai juste une toute oui. petite question parce que, alors c'est quand même pas, comme on a aussi des collectivités de Corse, il n'y a pas de centre ressources politiques de la ville en Et Corse, c'est non, il ça? n'y a pas de centre de ressources politiques de la ville en Corse. Il a été question à un moment qu'on élargisse éventuellement notre intervention PACA sur la Corse. C'est pas d'actualité aujourd'hui. Voilà. Donc, on est effectivement là sur un trou. Voilà. Il y Et a un par trou dans contre, la donc il y a raquette. des quartiers politiques de la ville, à Bastia, je sais qu'il y a une personne de Bastia qui est là, Ajaccio. Oui, Bastia, Ajaccio, on a des contrats de ville, mais peut-être que les collègues justement qui sont corses pourront préciser davantage effectivement ces éléments-là. Effectivement, j'ai fait une couverture effectivement très auto-centrée PACA ou nationale. J'aurais pu vous donner ces éléments que j'ai pas là en mémoire. Ouais. Et sur le Simplement, oui. 06, est-ce que tu as une question de Jean Flores? Pour le 06, quels sont les deux quartiers entrants
et le sortant, pardon, et le quartier entrant? Alors, je crois qu'il y a un quartier entrant de mémoire. Après, on pourra revenir. Vous avez ici le décret, vous pourrez cliquer là-dessus. Il y a Saint-André-de-la-Roche qui rentre avec un quartier. Donc, c'est juste à côté de Nice. Ils ont déjà un quartier qui jouxte l'Ariane, le quartier de l'Ariane. Voilà, j'ai plus complètement en tête tous les mouvements sur les quartiers. Je peux simplement vous dire qu'il y a il y a une commune qui sort sur la région, c'est Gardanne, puisqu'elle est plus son quartier n'est plus en QPV. Et il y a une commune qui rentre, c'est Port-Saint-Louis-du-Rhône. Voilà. Si vous avez besoin, je pourrais vous mettre des éléments plus précis ensuite dans le chat au cours de la réunion pour la définition claire des quartiers. Quand vous cliquez sur le lien du décret 2023 1314 du 28 décembre 2023, vous aurez la liste exacte des quartiers. Voilà. Sur la doctrine, du coup, la circulaire en particulier, je trouvais assez intéressante parce qu'elle invite à des changements importants dans les postures, dans les pratiques, dans le positionnement de la politique de la ville. J'ai mis en avant en gras quelques éléments qui me semblent importants, alors qui sont discutables, bien évidemment, mais que nous, en tout cas au niveau de Cité Ressources, on trouve important et qu'on essaie de partager avec les différents territoires. Le premier élément, c'est la priorisation. La circulaire, elle évoque la disparition de l'approche par pilier. Avant, on avait des contrats de ville relativement interchangeables d'un territoire à l'autre, organisés toujours autour de la question du pilier cohésion sociale, du pilier cadre de vie, renouvellement urbain, du pilier insertion emploi, développement économique. Et on avait des politiques finalement qui étaient très macro, qui étaient très descendantes et qui prenaient finalement assez peu en compte la spécificité de chacun des territoires, voire de chacun des quartiers. Là, l'enjeu, il est de prioriser sur les enjeux les plus prégnants qui se situent au niveau local et qui laissent donc du coup une large place au projet local et à la stratégie locale. Et c'est doublé d'une approche sur la diversification des approches, dans la mesure où la circulaire indique qu'il y aura un projet de quartier pour chacun des quartiers prioritaires. Donc ça invite véritablement les acteurs de la politique de la ville à travailler moins en silo sur des approches thématiques et beaucoup plus en dynamique de développement local à l'échelle des quartiers. Bien sûr, en pensant les articulations entre les échelles territoriales, mais cette dimension, elle renvoie effectivement à quelque chose qui nous semble intéressant, c'est la réintroduction d'une approche de développement territorial dans la politique de la ville, au-delà d'une territorialisation de l'action publique, si j'ose dire. L'autre aspect qui est assez courant dans la politique de la ville, c'est la volonté de vouloir coordonner à la fois les dispositifs politiques de la ville et les politiques sectorielles de droit commun. Donc ça, cette mobilisation des politiques dites de droit commun, c'est-à-dire les politiques ordinaires, elle est omniprésente, c'est le titre 1 et l'article 1 de la loi 2014. Elle est rappelée et une mobilisation renforcée des politiques sectorielles. Ça veut bien dire que la politique de la ville, elle vise pas à se substituer au droit commun, elle vise à faire plus, à faire mieux ou à faire différemment pour les quartiers en difficulté. C'est une logique d'équité territoriale. La plupart de l'action publique fonctionne dans une logique d'égalité territoriale. La politique de la ville, c'est l'équité. C'est l'idée de faire plus pour ceux qui ont moins. Et donc, effectivement, c'est bien de renvoyer à la mobilisation et à l'articulation avec toutes les politiques sectorielles. Autre élément, articuler, parce que c'est souvent évoqué dans la circulaire, et coopérer, c'est place effectivement la logique du dialogue, de la participation, de la co-construction, de la coopération comme des principes d'action qui sont essentiels et qui renvoient directement aussi à des principes ESS, j'y reviendrai ensuite. Alors, ce sont de beaux mots, ce sont de belles intentions. La question sera de voir comment concrètement on incarne ces principes, ces valeurs. Autre élément aussi très important, c'est la restauration, entre guillemets, de la place des communes dans les contrats de ville. La compétence est à l'échelle intercommunale. Et parfois, on avait parfois des communes qui étaient un petit peu oubliées ou des communes qui, au contraire, se disaient, puisque c'est l'affaire de l'interco, à eux de gérer les quartiers. Là, il est essentiel d'avoir une articulation forte entre les communes et l'interco. Et donc, la place des maires est essentielle. C'est des choses que certains territoires avaient déjà
bien appréhendé. Quand on a réalisé, par exemple, l'évaluation à mi-parcours en 2018 sur la métropole Aix-Marseille-Provence, c'était un point qu'on avait déjà évoqué en indiquant que le prochain contrat de ville devrait comporter des conventions communales. Voilà, c'est des choses que beaucoup de territoires avaient anticipées. Autre élément qui est essentiel, alors c'est un peu peut-être le serpent de mer, c'est comment on facilite l'intervention. Une politique publique qui est extrêmement lourde d'un point de vue administratif pour les porteurs de projets, en particulier pour les assos qui sont les porteurs principaux. Donc des enjeux importants de simplification administrative et l'obligation d'avoir à terme 50% de conventions pluriannuelles d'objectifs. Donc des conventions triennales qui devrait permettre théoriquement d'alléger un peu l'administration des porteurs de projets, de pouvoir construire des projets évolutifs dans la durée. Donc, c'est des choses qui sont demandées depuis des années par les porteurs de projets. Mis en place parfois, le Grand Avignon, par exemple, a mis en place ce genre de choses à l'issue de l'évaluation mi-parcours en 2018. Ça fonctionne plutôt bien avec les porteurs de projets, mais c'est encore largement méconnu et peu utilisé par la plupart des collectivités. Et enfin, un enjeu de rendre davantage lisible l'action qui est menée et de pouvoir mesurer l'action, donc en particulier en produisant des résultats tangibles au regard des habitants. Donc ça aussi, c'est la place de l'habitant comme étant un acteur clé pour définir les stratégies, les enjeux et aussi pour pouvoir participer à la question de l'évaluation, y compris à l'évaluation d'impact, est essentiel. Je vais arrêter le partage. Voilà un petit peu près les grands éléments, je dirais, de cette circulaire et qui nous semble important parce que l'enjeu, il est un petit peu autour de ça. Le défi, c'est comment on arrive à sortir d'une approche politique de la ville qui reste quand même euh, très programmatique, très gestionnaire. Tout le travail qu'on a fait en matière d'évaluation des politiques de la ville à la région, mais c'est aussi corroboré par nos collègues au niveau national, montre qu'en fait, on a des politiques publiques où les tableurs Excel prédominent sur la coopération et le dialogue, quoi, quelque part, où le rapport financeur-financé vertical est prédominant par rapport à un rapport beaucoup plus co-construit dans les stratégies. Et donc, cette circulaire, elle invite effectivement à passer ce cap-là. Ça va pas forcément être très simple ou très rapide, en tout cas, ça suppose un pas de côté de chacun des acteurs, de chacun des institutions en particulier, mais aussi des porteurs de projets, des collectifs, etc., etc. Et donc j'en viens du coup à la question du lien ESS et politique de la ville pour ouvrir un petit peu le débat et laisser le champ ensuite aux collègues marseillais et puis de Grasse. Ce lien ESS et politique de la ville, il pourrait, en théorie, comme ça, sembler évident. Évident parce que d'un point de vue théorique, que ce soit les acteurs, on a une grande partie d'acteurs, en particulier des porteurs de projets, qui relèvent de l'ESS. Sur l'ensemble des porteurs de projets de la politique de la ville au niveau national, sur les 15 000 qu'on recense globalement, 10 000 sont des associations. Donc, c'est important en termes de masse. Et ce sont en plus 90% des associations liées à la politique de la ville sont aussi des associations qui sont employeuses, qui ont au minimum un emploi salarié. Donc, c'est quand même des éléments qui sont clés. Alors, bien sûr, il n'y a pas que les assos, il y a des SIC, il y a des scopes, il y a des tas d'initiatives dans des tas de champs d'intervention, de la mobilité à l'alimentation, en passant par l'éducation populaire, évidemment, etc., etc. Donc, ce volet-là, on peut se dire, tiens, on a une communauté d'acteurs là qui devrait permettre à ce qu'on ait une vision une stratégie claire en matière de SS dans la politique de la ville. Autre point de convergence, les valeurs. On a a priori des valeurs communes, hein, des approches communes. La question de la démocratie, de la participation, dont on n'arrête pas de voir présent, en tout cas dans les textes, d'un point de vue théorique en tout cas, ou d'ambition sur les textes de la politique de la ville, les défis de l'émancipation collective, l'initiative collective, la solidarité, l'éduc-pop, l'idée de la place qu'a le territoire aussi, effectivement, que rappelait David tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, on est bien dans une logique où le territoire, il a un rôle, ça doit être un territoire acteur, et donc avec des logiques où le territoire, c'est une dynamique d'acteurs, à la fois de la société civile, d'une société civile organisée, et puis des institutions qui rentrent en dialogue.
Euh, Ça, c'est la théorie. Sur la pratique, je dirais avec un regard critique, et je serais peut-être un peu caricatural, mais ça permettra d'ouvrir le débat. Euh, c'est pas du tout évident en fait. Il y a de nombreuses initiatives et plein de pépites en matière d'économie sociale et solidaire dans les quartiers. Là ici, bah, je laisserai les collègues de Grasse et de Marseille, ils ont des tas de choses à nous dire là-dessus. Ce qu'on peut remarquer, c'est que souvent, bah, ces initiatives, elles sont pas forcément issues, je dirais, d'une impulsion de la politique de la ville. La politique de la ville, elle a plus une logique très classique dans l'action publique de reproduction de services, de gestion de services, et pas forcément de dynamique territoriale. Et il n'y a pas de stratégie très claire dans les contrats de ville sur on souhaite promouvoir le SS parce que c'est une façon évidente pour nous de pouvoir entreprendre autrement, de consommer, produire autrement, favoriser une démocratie active, une implication citoyenne, imaginer un futur plus radieux pour tous, quoi. Pour le dire rapidement, bah ça, on l'a rarement. On a plutôt une logique qui renvoie à un cadre logique classique, des enjeux, des objectifs très cloisonnés, hein, une logique en silo. Et surtout, ce qui est prédominant, c'est les logiques financières et la façon dont on gère finalement et dont on instruit les financements de la politique publique. Ce rapport-là, eh bien, il est problématique pour générer du développement territorial co-construit, pour générer, à mon avis, des visions et de la prospective, pour générer de l'innovation sociale. Et une grande partie des innovations, elles sont soutenues souvent ensuite par la politique de la ville, mais rarement ou en tout cas insuffisamment impulsées à mon sens. Donc là, il y a un premier frein qui est celui-ci, qui est une méconnaissance ou un, un manque de promotion quelque part de l'ESS en tant que mouvement et en tant que vecteur d'une modernisation aussi de l'action publique et du développement des territoires. L'autre frein, il vient plutôt, alors du coup, comme j'en mets un peu pour tout le monde, hein, voilà, il vient plutôt des acteurs de l'ESS eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a une grande partie des acteurs de l'ESS, je pense aux assos, qui sont dans des concurrences très vives entre elles. Et c'est normal puisque le seul outil, on a une boîte à outils en politique de la ville où on peut imaginer une grosse boîte avec que des tournevis dedans, mais pas de marteau, pas de rien d'autre. On a cet outil, c'est l'appel à projet annuel. Et cet appel à projet annuel, qui est pas ou très rarement co-construit avec les acteurs de terrain, eh ben, il avive les concurrences. Donc effectivement, bah, les assos, elles n'ont pas forcément cette habitude de coopération. Toute la logique de partage possible, de diagnostic, de rencontre, c'est des choses qui sont rarement monétisées ou très rarement monétisées. Pour pouvoir réfléchir ensemble, bah, il faut du temps, et ben, personne n'en a. Et donc, je dirais qu'on réfléchit insuffisamment et que quelque part, comment dans nos modalités aussi d'appui, de dialogue, ce temps de la réflexion collective, de l'identification de stratégies, de vision, de plans d'action communs pourrait être davantage monétisé. Ça, c'est à mon sens un grand enjeu pour demain, pour qu'on arrive effectivement à être assis autour des mêmes tables et à pouvoir dialoguer sereinement et de manière très constructive. Je vais m'arrêter là, je suis un peu passionné par ce genre de choses, mais je ne veux pas prendre trop de temps sur les collègues, mais vous voyez bien qu'il y a un enjeu de rencontre et de coproduction et de reconnaissance mutuelle, parce que je tape beaucoup sur la politique de la ville, tout en ayant bien conscience aussi des difficultés. J'ai les collègues de Grasse là en face. Je salue Agnès. Je sais dans quelles difficultés elle est actuellement pour rédiger ces contrats. Et c'est vrai qu'ils sont tous dans le jus, tous sur des injonctions aussi paradoxales. En fait, tout le monde aimerait faire mieux. Comment on fait pour qu'on réunisse les conditions pour faire mieux? Voilà. Merci et désolé pour avoir peut-être pris un peu trop de temps. Merci à vous en tout cas. Merci Laurent, c'était parfait. 30 secondes de trop par rapport à ce qui était prévu, mais non, non, c'est nickel. Merci beaucoup. Et je pense que le cadre était bien, est bien posé et aussi un peu les défis auxquels on doit faire face. Euh, je vous propose, alors, n'hésitez pas si vous avez des des questions ou autres témoignages à les indiquer dans le chat. Je vous propose, parce que je pense que ça fait vraiment complètement la complémentarité avec la présentation de Laurent, de voir tout de suite
dans 2 territoires de la région, comment justement ces questions se traduisent. Je voulais peut-être juste saluer, il y a Sylvie Bouvier qui est responsable de l'économie sociale et solidaire à la politique de la ville au sein de l'Agence nationale de cohésion des territoires qui nous a rejoints. Et je pense que ce que tu indiquais sur le manque enfin l'importance de promouvoir, de faire reconnaître l'économie sociale et solidaire et de faciliter la rencontre, la reconnaissance mutuelle, c'est un peu le travail quotidien auquel Sylvie Bouvier s'attelle. Euh, donc, je vous propose d'aller voir sur vos territoires ce qui se passe. Et peut-être d'abord, enfin, d'avoir aussi bien à Marseille, Grasse, une présentation assez rapide de la politique de la ville sur votre territoire, autour de 2 mots, de l'économie sociale et solidaire et de la relation entre la politique de la ville et l'économie sociale et solidaire, donc en 4 minutes sur chaque territoire, avant d'aborder plus concrètement autour de quelques illustrations. Alors, Valérie et Agnès, hein, si vous voulez démarrer. Oui, merci. Je laisse Agnès. Bonjour à tous. Merci Laurent, c'est toujours un bonheur de t'écouter. Et merci de m'accompagner aussi. Pardon, je faisais une petite aparté, mais je suis contente d'avoir du soutien de Cité Ressources, c'est important. Alors, nous, on a fait nos devoirs avec Valérie. Donc, on a cherché 2 mots pour caractériser donc la politique de la ville et l'ESS sur notre territoire. Moi, je ne vais pas être très originale, puisque Laurent l'a déjà dit. Pour moi, il y a 2 mots essentiels, c'est l'équité. L'équité territoriale, c'est le fondement, c'est l'ADN de la politique de la ville. Et pour le coup, ce n'est pas un vain mot, puisque sur le territoire grassois, il est vraiment, pour le coup, très présent. C'est un territoire qui est solidaire, je dirais, vraiment dans sa construction et de manière très concrète. Alors, comparativement à Marseille, que j'ai eu le plaisir de visiter d'ailleurs, c'est tout petit. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes périmètres. On a des facilités pour identifier notre tissu associatif qui est très actif et très dense. Et je ne vous cache pas que c'est un gros atout aussi pour bien développer la politique de la ville. Et le deuxième mot, du coup, ça va avec ce que je viens de dire, c'est le partenariat. On travaille vraiment sous un format de partenariat très resserré, à la fois avec les associations. Moi, je travaille beaucoup avec aussi mes collègues de la ville de Grasse, parce que moi, je travaille pour le PCI en coordination, mais il y a beaucoup de dispositifs politiques de la ville qui sont pilotés et gérés par des instances communales. Je pense par exemple au PRE, qui est le programme de réussite éducative, qui est un outil, qui est un des outils. Alors, vous verrez que dans la politique de la ville, il y a plein d'outils. Des fois, c'est un peu compliqué d'ailleurs de s'y retrouver. C'est aussi ça la complexité du jeu. Mais voilà, il y a beaucoup de dispositifs portés par différents. En fait, il y a plein de petits satellites. En gros, moi, mon rôle, c'est de faire que ça forme une constellation et que tous ces petits satellites puissent bien s'aligner pour qu'on soit le plus efficace possible. Et notre focus, bien sûr, c'est nos publics. Donc, nous, pour info, on a 2 quartiers prioritaires. Donc, comparativement à Marseille, c'est vraiment très petit. Avec peut-être des spécificités à noter. Un quartier qui s'appelle Grand Centre et qui, pour le coup, comprend un centre historique avec tout ce que ça implique en termes d'éléments patrimoniaux, d'attractivité et d'intérêt touristique. Donc, c'est ce qui fait sa force et quelquefois ce qui peut aussi créer des contraintes. Et un autre quartier qui s'appelle les Fleurs de Grasse, qui est un ensemble de résidences, en fait, donc qui est plutôt dans le sud de la CAPG, enfin de la communauté d'agglo et de la ville, et qui va subir une restructuration en profondeur, puisque le quartier va complètement être détruit et reconstruit. Je m'arrête là parce que sinon tu ne vas pas pouvoir parler, ma pauvre. Donc, pour l'ESS, alors, ce n'est pas 2 mots, c'est 2 groupes de mots. Je dirais une histoire longue. L'ESS sur le territoire, c'est l'histoire de plusieurs décennies.
avec notamment il y a 30 ans déjà la première coopérative, la première clinique sous forme de coopérative qui se créait sur notre territoire. Donc voilà, c'est le territoire dans le département sur lequel on a le plus de structures d'insertion par l'activité économique et le plus de postes en insertion. Et ça aussi, ça date de plusieurs années. Donc une histoire longue et également une politique volontariste, puisque ce qui fait quand même la particularité de notre territoire, c'est de porter depuis près de 12 ans maintenant une politique volontariste. Donc c'est notre PCI, la communauté d'agglomération du Pays de Grâce, qui s'est saisie l'opportunité présentée par la région il y a 12 ans de pouvoir développer une politique volontariste sur son territoire, de pouvoir animer toute une dynamique autour de l'économie sociale et solidaire. Et donc, je crois que c'est vraiment ce qui fait la particularité de notre territoire aujourd'hui. Merci beaucoup. Et un mot sur les relations alors entre la politique de la ville et la politique d'économie sociale et solidaire? Exécrable. Non, vous avez dit une collaboration naturelle à fort potentiel. Voilà. Très bien. Voilà. Ça On y reviendra. Merci beaucoup. Laurent et Guillaume à Marseille, même exercice. Oui, bonjour, Guillaume 16, donc je suis chef de projet en politique de la ville, sur le sud du Vaune, comme on dit. Donc je fais partie d'une équipe de 6 chefs de projet à l'échelle de Marseille pour la ville de Marseille. Équipe nouvelle qui s'est reconstituée en 2022 pour travailler sur ce sujet avec la métropole et l'État et le département, donc et couvrir l'intégralité du territoire. Qu'est-ce qui caractérise la politique de la ville sur Marseille en deux mots, enfin quelques mots? D'abord, c'est une présence des quartiers prioritaires massive et de grande proximité. Alors massif parce qu'on dit souvent Marseille, c'est la ville en 111 quartiers et qui compte 41 quartiers politiques de la ville. Je dis bien quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire les entités administratives, mais souvent qui regroupent une réalité de sous-quartiers de vie. Donc on peut avoir beaucoup plus de quartiers que ça, pratiquement une soixantaine de quartiers concernés et, euh, et de grande proximité parce que Marseille, souvent, voilà, dans l'imaginaire collectif, c'est les quartiers nord, c'est vrai. 13e, 14e, 15e et 16e arrondissement massivement représentés en politique de la ville, mais c'est aussi tout le centre-ville. Les premiers, deuxième et troisième arrondissements sont couverts par la cartographie politique de la ville, ainsi que le sud sur lequel je travaille, donc les 9e, 10e, 11e et 12e arrondissements qui eux-mêmes ont 13 quartiers politiques de la ville. En fait, ça veut dire que à la fois, c'est très important, c'est dans la ville, c'est pas une banlieue lointaine, les quartiers sont au cœur de la ville et ils sont répartis sur toute la ville. Ça veut dire que on peut jamais dire que c'est loin. Un quartier prioritaire n'est jamais loin, il est très rapidement à côté de chez vous. Voilà. Donc c'est massif et de grande proximité. Merci. Laurent. Donc oui, bon, l'ESS, je vais peut-être me redire, mais bon, voilà, on fait de la prose sans le savoir, mais c'est-à-dire que l'ESS a toujours été présente au sein de la ville enfin, de la ville de Marseille, avec voilà, 40 000 salariés, 3 000 établissements employeurs, avec un chiffre quand même assez étonnant qui m'a surpris moi-même, c'est 19% de l'emploi privé et relève du champ de l'ESS. Et donc, à l'arrivée du nouvel exécutif marseillais, l'enjeu a été de dire justement de prendre soin et de structurer cette économie à l'échelle territoriale, sachant que voilà, on va avoir un soutien de la part de la ville qui va se retrouver dans différentes directions. Mais l'impulsion municipale a été de dire qu'on allait loger l'ESS au sein de la direction de l'économie. Et donc, du coup, voilà, moi, je travaille au sein de la direction de l'économie, justement à la structuration et au rayonnement des structures de l'économie sociale et solidaire. Et donc, les deux balises qui nous permettent en fait de dialoguer avec Guillaume sur le champ ESS et politique de la ville. Le premier, en fait, c'est le fait que la direction de l'économie a sorti son schéma de développement économique dans lequel est pleinement intégré l'ESS. Et en fait, ce schéma, on l'a pas rédigé tout seul, en fait. On a naturellement associé nos homologues de la politique de la ville. Et en fait, la même opération va se réaliser justement à la faveur de l'écriture du nouveau contrat qu'on doit rendre le 31 mars prochain. Après, il y a quelques principes actifs qui font que ça fonctionne bien aussi. C'est que
c'était pas un choix, mais en fait, on se rend compte que dans le quotidien, c'est pas mal aidant. C'est qu'en fait, nos bureaux sont à proximité. Donc, il y a un véritable ping-pong et qui facilite beaucoup, ne serait-ce que d'un point de vue géographique, les liens politiques de la ville et ESS, au-delà de ces deux grandes balises que sont le schéma de développement économique qui a été écrit et ainsi que là, le prochain contrat de ville. Voilà, il y a donc nous, on va aborder l'ESS plutôt sous l'angle économique, c'est-à-dire peut-être entrepreneuriat social, etc. Mais cette attention qu'on va avoir, on va moins toucher aux éléments ayant trait à la solidarité, qui vont être logés à la direction des solidarités ou ce type de choses. Donc on va avoir quand même ce prisme. Voilà, puisque je parle depuis la direction éco, on va avoir quand même ce prisme économique dans la lecture des dossiers qui pourraient nous parvenir. Et donc voilà, à grands traits, ce que je peux vous dire sur les liens politiques de la ville ESS à date. Oui, c'est Merci. vrai que nous, c'est vrai, ça, alors, ça fait partie de la feuille de route, ça fait partie du prochain contrat de ville. Alors, d'une manière générale, c'est dans les directives nationales, ça a été rappelé par Laurent Bielki. Il faut jouer je dirais, l'articulation avec le droit commun. Il ne s'agit pas de faire à la place des politiques publiques classiques, mais bien de les ramener dans les quartiers. Et ce qui nous amène à travailler actuellement, justement, à solliciter toutes les directions, tous les services de la ville. Finalement, la politique de la ville touche à tout, tous les temps de la vie de l'habitant. Et donc d'aller chercher tous les services concernés en leur disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et comment vous pourriez déployer vos moyens sur ces quartiers sur lesquels il y a justement des carences. Et sur la partie ESS, c'est pas devait être oui, il y a de l'ESS, oui, on finance des associations. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce qui nous intéresse beaucoup, c'est pouvoir utiliser toute l'évolution de l'ESS qui bouge, qui est quand même un des pans je dirais, du champ économique innovant, qui crée des nouvelles formes d'action, des nouveaux statuts juridiques, qui testent des formes d'entrepreneuriat, d'action sociale, d'insertion, et de voir comment on peut utiliser tous ces outils pour innover dans ces quartiers. Ça fait quand même 40, 50 ans qu'on fait de la politique de la ville et ça ronronne doucement. Il faut que quelque chose bouge. Et c'est vrai que le SS peut être un levier à utiliser pour transformer les choses. Merci, merci beaucoup. Alors justement, puisque bah, je vous laisse la parole peut-être pour présenter au travers de une ou deux illustrations comment est-ce que l'ESS peut contribuer au développement économique du quartier et surtout ce qui nous intéresse dans le cadre de ce club des collectivités, c'est quel rôle de la collectivité pour justement favoriser cette contribution de l'ESS, quels sont les freins que vous avez rencontrés, les leviers sur lesquels vous vous êtes appuyé. Donc, comment à partir de quelques exemples à Marseille, le SS peut être un acteur du développement économique des quartiers. Et Euh, n'hésitez pas à poser la question dans le chat, hein, voilà, je redis, ou à lever la main si vous souhaitez intervenir. du coup, en fait, c'est vrai que là, un des éléments bon, qui est assez médiatique, mais qui nous paraissait intéressant d'étudier, et qui illustre un petit peu justement le ping-pong qu'il peut y avoir et l'intelligence qu'on peut avoir à soutenir les projets de VSS et politique de la ville, c'est bon, l'exemple naturellement de l'après-m, parce que là, du coup, on a une belle illustration d'une politique conjointe qui émane de deux directions, mais qui convergent vers un même objectif qui est celui en fait de faire une économie sociale et solidaire populaire par et pour les habitants, enfin développer aussi la citoyenneté économique. Et donc l'exemple de l'après-m, donc c'est pour la petite histoire pour ceux qui n'ont pas encore toute l'entièreté de cette expérience, c'est l'implantation d'un McDonald's au sein du quartier de Saint-Barthélemy en 92. Donc, c'est aussi l'arrivée de la normalité dans un quartier. Donc, avec son premier restaurant, bon, il se trouve que c'est un McDonald's, mais c'est aussi l'arrivée de la normalité au sein du quartier avec un McDo arrivé en 92 qui commence à être mis à mal en 2017. Donc, il y a quand même toute une belle histoire derrière lui. Jusqu'en 2017 où les anniversaires se passent là-bas, les gens se rencontrent, etc. Et qui est quand même pas mal pourvoyeuse d'emplois parce qu'il y avait 70 emplois qui étaient pourvus par cet établissement. Et en 2017, il y a l'ouverture, en fait, on va dire d'un périphérique, la L2, qui fait qu'il y a moins de flux de voitures qui transitent devant ce McDonald's et qui met à mal, en fait, et met en pression et en tension, en fait, les salariés qui y travaillent.
S'ensuit donc une lutte syndicale au regard des conditions de travail qui sont compliquées, mais également, surtout, en fait, un redressement judiciaire qui occasionne en fait la perte de ces 70 emplois et donc de la fermeture du McDonald's. Là, donc, un grand mouvement citoyen et syndical se met en place pour essayer de préserver les emplois. Et là-dessus, donc ça c'est comment dire, la cessation le redressement judiciaire, la cessation de paiement arrive en 2019 et en 2020, c'est la crise Covid. Et dans la continuité de ce mouvement syndical se greffe en fait tout un mouvement d'entraide, de solidarité au sein même du quartier pour transformer en fait par la réquisition en fait syndicale de cet espace pour en faire une plateforme d'aide alimentaire. Pour les habitants du quartier qui étaient complètement isolés et esselés. Et en fait, tout s'organise autour de cette plateforme qui est donc l'ancien McDonald's. Ça, c'est en 2020. Et en 2021, de là se crée une structure associative qui s'appelle la part du peuple pour arriver à structurer toute cette dynamique citoyenne, mais sur un foncier qui n'appartient à personne, enfin à personne si, à la franchise McDonald's. Et en 2021, donc la ville de Marseille, et c'est là qu'en fait la direction d'économie va jouer son rôle et avec l'une de ses compétences qui est le foncier économique, décide de racheter à McDonald's en fait le McDonald's et avec une mise à disposition gracieuse à l'attention de l'association qui a été montée pour cette plateforme d'aide alimentaire. Donc ça arrive en juillet 2021. Mais parallèlement, se monte également donc une coopérative d'intérêt collectif qui porte en fait le projet commercial du site et qui donc la réouverture d'un fast-food social, donc avec la cohabitation donc d'une structure associative qui est généralement portée par la politique de la ville, avec des soutiens politiques de la ville sur la question de l'aide alimentaire, etc. Mais à côté, le développement d'une structure coopérative qui porte le fast-food social et qui a aussi également une dimension d'insertion. Et donc actuellement, en fait, ils ont un agrément pour pouvoir bénéficier de 20 ETP et faire tourner le fast-food social. Donc on a la, la cohabitation en fait de deux échelons. Un, l'intervention de la ville d'une part sur l'achat du foncier économique avec un bail à la société commerciale. Et la société commerciale, par contre, fait une mise à disposition gracieuse à l'attention de l'association qui porte toute la dimension sociale et la plateforme d'aide alimentaire. Voilà à grands traits un petit peu l'exemple de l'après-m. Après, là, ce qui me paraissait important aussi d'évoquer, c'est que voilà, on n'est pas opérateur. Et dès lors qu'on parle de citoyenneté économique, l'idée, c'est pas de déposséder la parole des principales personnes qui ont été impliquées dans le déploiement en fait, de cette entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'était juste de dire à un moment donné comment, avec les outils dont on dispose à l'échelle de la collectivité, comment on a pu se saisir de la question. Parce que du coup, c'est vrai que l'ESS étant logé à l'économie, il y a quelque chose qu'on ne fait pas, c'est aussi l'aide directe aux sociétés commerciales. Dès lors qu'on avait, c'était aussi une volonté politique d'avoir, enfin bon, déjà c'est une incapacité de la direction économique de soutenir des sociétés commerciales en direct, puisqu'en fait la compétence principale revient à la région. Et en fait, il faut demander l'autorisation à la région pour pouvoir investir dans des sociétés commerciales même si on a la compétence générale, puisque du coup, ils ont le lead sur la compétence éco. Et donc, du coup, nous, on a juste utilisé les outils dont on disposait en propre, à savoir Du donc, la foncier, capacité du foncier. de foncier. Merci beaucoup. Il y a une question de suivi. Vous vouliez sur le projet par rapport au contrat de ville. Qu'est-ce qu'il y a comme articulation entre la reprise de l'après-m et le contrat de ville en tant que tel? Un petit peu, ouais. Alors, l'articulation avec le contrat de ville, l'articulation effectivement avec la politique de la ville. D'abord, c'est vrai que c'était un sujet qui n'était pas forcément prévu dans les programmations. Laurent Mielki le disait tout à l'heure, on est très programmation. C'était de l'actualité locale et de l'actualité économique. Et finalement, on a
à l'époque, bon, je n'étais pas en politique de la ville, mais je travaillais dans le secteur, tout le monde a été un peu rattrapé par cette actualité. Et je dirais, d'une manière ou d'une autre, la politique de la ville a essayé de soutenir. Laurent l'a dit, il y a une SIC qui tient l'outil restauration, l'outil économique, et il y a toujours une association qui a été créée à l'origine, la part du peuple, pour structurer, fédérer tous ces mouvements militants bénévoles, avec des bénévoles venant du quartier, mais aussi bénévoles venant d'autres quartiers, etc. Et lié avec tout ce mouvement syndical. La politique de la ville, effectivement, d'abord a contribué, je dirais, à faire se rencontrer les gens. C'est-à-dire que on est dans un écosystème, il y a un quartier, il y a des centres sociaux, il y a des associations d'habitants, et a permis d'articuler ça. C'était comme une espèce de grand train qui était lancé à pleine vitesse. Il fallait aussi le raccrocher avec tout le tissu associatif local pour fédérer et mutualiser, créer une énergie positive, et non pas un projet qui partait tout seul dans son coin, alors que les associations vivaient une autre vie. Donc ça, et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, le projet de la part du peuple et d'après-M, il y a une partie du projet qui est de développer un outil pour restaurants d'insertion, etc., mais aussi continuer la distribution alimentaire et aussi développer des outils accessibles aux associations locales, c'est-à-dire se créer un outil ressourçant pour le territoire pour permettre à des associations de bénéficier d'un équipement de cuisine de qualité et de restauration de qualité. Et après, donc, ça va passer simplement par du financement d'équipements, par du financement de fonctionnement sur des projets, par les rentrées dans l'ancrage, c'est-à-dire tenir compte de la présence de cette structure-là comme un des acteurs du territoire qui peut contribuer à de l'animation de festivités l'été, etc., etc. En fait, on a aidé, enfin, la politique de la ville peut contribuer à les réinvestir dans l'écosystème politique de la ville voilà, pour que les associations puissent nouer des partenariats avec cette structure-là. Ok, merci beaucoup. Une question de Laurence Park. Est-ce que la métropole ou peut-être enfin, la ville a pris des parts dans la SIC? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on parle de citoyenneté économique, c'est la capacité aussi à lever des fonds de l'épargne citoyenne et aussi de la part d'individus. En tout cas, pour la métropole, à ma connaissance, n'a pas pris de part et la ville de Marseille non plus. Euh, En direct de sociétariat, même si ça l'est autorisé par la loi, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, c'est très éclairant et très clair aussi sur un peu les leviers de la collectivité, enfin sur le foncier et le rôle sur la mise en réseau, l'ancrage dans le territoire du projet permis par la politique de la ville. C'était très clair. Euh, je propose à Valérie et à Agnès sur le Pays de Grâce. Pareil, enfin, une illustration sur la façon dont des projets de d'ESS ont pu contribuer au développement et le rôle de la collectivité. Alors déjà, moi, je voudrais revenir juste sur une chose, parce que je vois que c'est un petit peu différent de Marseille. L'ESS n'est pas porté par le service développement économique. Et historiquement, la mission ESS est née dans le service emploi, insertion politique de la ville. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on a quand même une coopération sur le long terme et qui nous a permis de développer ensemble un certain nombre de projets. Je voudrais dire aussi que le soutien au développement de l'ESS sur le territoire repose sur un plan d'action qui est co-construit, généralement en moyenne tous les 3 ans, avec l'ensemble des acteurs et de manière transversale avec l'ensemble des services de la communauté d'agglo. Donc, ce qui fait qu'on instille des objectifs de politique de la ville dans notre plan d'action et donc dans le soutien qu'on apporte au développement de l'ESS sur notre territoire. Je prendrai juste un projet qui n'existe plus aujourd'hui, mais voilà, les projets ont des existences, des naissances, des vécus et puis des disparitions parfois. C'est un projet qui s'appelait L'autre boutique. Ce projet, en fait, était un projet très complexe
de soutien en fait au développement d'une activité économique endogène au sein de la ville de Grasse, donc dans la vieille ville qui est, comme le disait tout à l'heure Agnès, entièrement paupérisée et qui a de moins en moins d'activités économiques. Et donc on a un collectif d'acteurs de l'ESS qui s'est retrouvé sur un lieu et qui a décidé de coopérer et de construire un projet qui permettait d'apporter des réponses à plusieurs, en fait, de répondre pardon, à plusieurs objectifs. On avait donc une boutique qui a été ouverte sur un espace de 100 mètres carrés, un espace privé qui appartenait à un propriétaire privé. Ce projet donc a été porté par une association qui s'appelait Résine à l'époque, qui était un chantier d'insertion. Donc Résine avait pris à bail le local et avait accueilli à l'intérieur de ce local un collectif de producteurs ESS du territoire qui avaient un certain nombre de produits à vendre et qui n'avaient pas de site pour pouvoir développer leur activité, qui n'avaient pas de vitrine en fait pour proposer leurs produits, et qui a accueilli également un autre acteur de l'ESS qui était une coopérative, une couveuse d'entreprise qui a élu son siège à l'intérieur de la boutique. Et donc, on avait un espace qui agissait à la fois sur l'entrepreneuriat pour les habitants du centre-ville, donc du QPV, à travers la couveuse. La couveuse utilisait la boutique comme espace test aussi pour ses couvées, c'est-à-dire que les personnes qui étaient suivies dans le cadre de la couveuse pouvaient tester la vente de leurs produits à l'intérieur de la boutique. On avait donc le chantier d'insertion qui coordonnait cette boutique, qui favorisait l'insertion des publics du QPV, puisque prioritairement l'idée c'était de recruter des personnes qui étaient domiciliées sur le QPV. Et nous avions tous ces producteurs locaux, des agriculteurs, d'autres petites associations qui cohabitaient et coopéraient dans la gestion de ce lieu. Donc en fait, ça a réouvert une boutique qui était fermée depuis des années. Ça a remis de la dynamique économique dans une rue qui était une rue totalement déserte à l'époque. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une rue qui a repris beaucoup d'activités, même si cette action n'existe plus. Ça permettait d'avoir aussi vraiment une dynamique de coopération au sein de ce quartier. Voilà, mais comme je vous le dis, quand on a comme ça des organisations avec de multiples partenaires, il suffit que le partenaire qui porte l'action à proprement parler se retire pour que toute l'action disparaissent. Alors, elle a continué à survivre, cette autre boutique, dans un local plus petit, en contrebas dans la rue, et puis elle a fini par être fermée cette année. Mais ça a vraiment monté l'intérêt, en fait, de ce que peut produire un soutien au développement des acteurs de l'ESS, une animation aussi territoriale, parce que c'est ce qu'on proposait sur le territoire, et une contribution, du coup, à la fois à la dynamique du QPV, à la dynamique économique, mais aussi sociale de ce territoire. L'écofinancement, pour l'essentiel, c'était des financements qui étaient portés par le service emploi-insertion. On avait donc une animation qui était co-animée avec la politique de la ville, mais ça faisait, on faisait partie du même service, je le redis, hein, on était dans le même groupe. Donc voilà pour ce projet-là. Merci. Alors peut-être, je ne sais pas un peu sur le rôle de la collectivité et peut-être sur les raisons, ce que vous en retirez de cette, aujourd'hui, je sais pas si on peut parler d'échec, non? L'autre boutique n'existe plus. Par contre, bon, j'ai eu l'occasion d'aller visiter, c'était super. Le lieu était magnifique et en termes aussi d'image sur ce que peut produire très concrètement l'ESS. Je pense que c'était vraiment une très très belle vitrine qui a d'ailleurs inspiré d'autres territoires, hein. C'est un projet qu'on avait pas mal relayé au sein du RTES il y a quelques années, et il y a d'autres territoires, notamment en partenariat avec des bailleurs sociaux ou dans le cadre de projets de rénovation urbaine qui ont intégré cette idée un peu de boutique test pour des acteurs de l'ESS dans des quartiers politiques de la ville. Mais qu'est-ce que vous en tirez? Et je ne sais pas, par rapport au contrat de ville qui est en cours d'écriture, hein, si j'ai bien compris, la contribution de l'ESS au développement économique, comment... Alors,
Moi, en fait, j'ai pas parlé parce que j'étais pas là au moment où notre boutique a été développée. C'est l'ancienne chef de projet politique de la ville qui s'en était chargée. Pour autant, quand Valérie m'en a parlé, effectivement, moi, je trouve que c'est complètement dans cette volonté de ce nouveau contrat de ville d'impulser et d'aller au plus près des habitants et de faire part et pour. On ne désespère pas et voire même on s'enthousiasme déjà à l'idée d'un parcours qu'on voudra développer. Alors, ça ne va pas se faire en claquant des doigts, ça va se faire peut-être sur le long terme, mais on a déjà repéré Là, on a un appel à projet. Pour cette année, on a une programmation on a appelé ça transitoire, puisque le nouveau contrat n'est pas signé, mais on a obligation de faire notre programmation 2024, ne serait-ce que pour ne pas mettre nos associations dans des situations délicates au niveau de leur trésorerie. Voilà, on a identifié des points et des acteurs et des dispositifs. C'est nos petites briques, notre petit Lego, qui fait que en partant de l'objectif politique de la ville qui est la cohésion sociale et en proposant un lieu ressource où les gens vont pouvoir venir pour se rencontrer, pour échanger, pour partager, on peut imaginer alors proposer une activité. Alors je vais pas spoiler, donc je vais pas trop en dire, parce qu'en plus j'ai des associations qui sont connectées, donc je vais pas trop en dire. Mais en tout cas, proposer une activité qui ensuite peut nous permettre de détecter des talents, qui ensuite peut nous permettre de renvoyer sur un autre dispositif de formation avec levée de frein en parallèle, parce que des personnes souvent qui sont très éloignées de l'emploi, on ne les ramène pas comme ça dans une logique de production, etc. Donc, il faut le temps, mais ça s'accompagne. En parallèle, on a une boucle commerciale qui se dessine dans notre centre-ville, qui est portée par la ville de Grasse, et comme on travaille très bien main dans la main, on voit bien peut-être une boutique école ou une boutique de formation. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que on sent qu'il y a. C'était quoi le terme que tu employais? Un potentiel en développement, c'est ça? Potentiel en développement. Voilà. Oui, non, ce qu'on peut retenir, en fait, c'est qu'on a vraiment, à travers cette action, on s'est vraiment rendu compte à quel point les acteurs de l'ESS pouvaient contribuer à la redynamisation d'un territoire qui est complètement déserté, on va dire, et qui n'est plus attractif. Parce que la difficulté qu'on a quand on a des rues qui sont vides, c'est que plus personne n'a envie de s'installer parce que le chaland ne passe plus et que comme le chaland ne passe plus, les modèles économiques derrière sont difficiles à tenir, qu'on a surtout des boutiques, nous, qui s'ouvrent pendant la saison estivale et qui se referment l'hiver, et que là, ça vraiment s'appuie sur l'ESS, ça permet d'avoir une activité, une animation qui perdure sur l'année et qui peut relancer, contribuer à relancer une dynamique sur ces territoires. Donc ça, c'est super intéressant. Et du coup, on a vraiment gardé cette expérience en se disant maintenant, dans le nouveau contrat de ville, il faut vraiment qu'on essaie de capitaliser et surtout de se doter de briques, comme disait Agnès, qui vont permettre de redynamiser cette démarche-là. Donc voilà ce qu'on en tire. Après, ce qu'on observe, c'est que les acteurs de l'ESS, oui, ils vont dans les endroits où forcément c'est beaucoup plus compliqué de se développer. On a des modèles économiques du coup qui sont hyper fragiles. Nous, on a de moins en moins quand même de moyens pour venir les soutenir, que ce soit au titre de la politique de la ville ou au titre du droit commun. Et que donc tout ça, c'est un peu une espèce d'écosystème qui est hyper fragile. En même temps, ils sont indispensables et en même temps, il faut absolument qu'on trouve les moyens de les soutenir. Alors, c'est vrai que la boîte à outils, notamment pour agir sur le foncier, etc., ça, ce sont des outils qui sont extrêmement intéressants et qu'on pourrait activer. Nous, malheureusement, on a très peu de locaux dans le centre-ville, justement, qu'on peut mettre à disposition, et ce sont des bailleurs privés, mais il y a d'autres moyens pour venir soutenir ces structures. Mais voilà ce qu'on en a tiré. Merci. Laurent souhaitait intervenir et surtout, l'ensemble des participants, n'hésitez pas à poser des questions ou à partager aussi vos expériences ou démarches sur votre territoire. Laurent? Oui, on voulait faire part d'une boîte à outils aussi qu'on mobilise et qui est toute récente. En fait, c'était même pas en fait à l'origine
une impulsion municipale ou ce type de choses. Et c'est là, en fait, la capacité aussi d'initiative ou voire d'innovation sociale dont parlait Laurent tout à l'heure, où là, parfois, on a la politique de la ville qui ronronne et on va reconduire des choses. Donc peut-être que l'ESS peut faire œuvre transformatrice si on fait confiance aux opérateurs de l'ESS. Et là, on a une structure associative qui porte en fait un dispositif qui s'appelle la Fabrique à Initiative, qui est présent un petit peu dans chaque région de France, notamment en Corse, c'est pour ça que j'en parle. Et là, en fait, la Fabrique à Initiative nous a proposé en fait de redynamiser les pieds d'immeubles d'un quartier prioritaire de la ville, en l'occurrence la Belle de Mai. Donc en fait, eux, ils ne parlent pas de porteurs de projets, mais plutôt de défis. Et là, le défi, c'est que on a des places en déshérence, des commerces avec des rideaux fermés, etc. Et leur pari, c'est de réactiver ces rideaux fermés avec, avec leur méthodologie d'ingénierie, etc. Mais d'arriver à identifier, donc de faire ressortir les besoins identifiés et de s'appuyer sur la maîtrise d'usage des habitants pour arriver à identifier en fait des, des solutions sous forme d'économie sociale et solidaire pour redynamiser donc les noyaux villageois. Et en fait, c'est quelque chose dont on est en train de se saisir avec la politique de la ville pour essayer d'arriver à lancer ce pilote sur la Belle de Mai, un quartier politique de la ville, et d'arriver à multiplier ces logiques-là, notamment à la faveur de problématiques qui sont assez denses en matière de politique de la ville, qui est justement voilà, l'occupation des pieds d'immeubles, notamment avec les bailleurs, etc. Donc voilà, on est en train de faire un pilote avec, mais c'était d'abord une initiative privée, ESS, plutôt en termes d'ingénierie, qui doit aboutir donc à l'émergence d'entreprises d'économie sociale et solidaire en QPV, mais qu'on essaye de systématiser, mais dès lors que le pilote fonctionne, et d'arriver à essayer ce modèle-là, puisque du coup, on a plusieurs... il y a quelques réussites de la part de la Fabrique à Initiative sur ces logiques-là. Mais d'ailleurs, il y a d'autres générateurs de projets qui ne sont pas la Fabrique à Initiative, qui ont un peu ce même type de méthode. Et je trouve que c'est un outil qui peut être pas mal à utiliser pour pouvoir justement être au plus près des besoins, d'arriver à les qualifier et de parfois de liguer des, des, des embryons d'initiatives pour arriver à en faire de vraies structures de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, c'est un pilote qu'on est en train de lancer. Ça me donne quand même l'opportunité d'en parler, puisque je sais qu'il y a une fabrique aussi en Corse, et aussi l'articulation, et ça, c'est pas un lien direct, mais avec toutes les structures d'accompagnement qui en fait maillent. Qui sont aussi les structures intermédiaires qui nous permettent d'impulser des choses sur les territoires comme les incubateurs, ce type de choses, quoi. Merci Laurent. C'est vrai que les fabriques initiatives sont souvent citées comme étant des démarches très intéressantes. Lors du le dernier séminaire qu'on a organisé avec la NCT, on a fait un témoignage de Toulouse Métropole qui mise beaucoup sur une fabrique à initiative pour développer des activités en QPV. Il y a quelques belles expériences. Alors, à Nantes, je crois que Laurence Parc est là, Nantes Métropole, qu'on a eu l'occasion de voir lors de notre dernier AG, avec une ressourcerie autour de la petite enfance, en pied d'immeuble, dans le cadre d'un partenariat intéressant avec le bailleur social Villogia, dans le cadre d'un bail commercial d'utilité sociale. Enfin, mais je crois que Laurent, tu étais là. Et sur le site du RTES, on en a l'affiche. Et puis, autre initiative un peu de ce type à Saint-Étienne, avec rue du développement durable, initiative citoyenne et associative pour faire effectivement des rues du quartier petit de la ville de Saint-Étienne, une rue accueillant des commerces d'économie sociale et solidaire, avec une cantine de quartier, une boulangerie coopérative. C'est vraiment, enfin, je trouve des démarches aujourd'hui qu'on voit qui commencent à être un peu structurantes et pas simplement aider à l'installation d'un acteur de l'ESS au fin fond d'une rue où personne ne passe et où aucun commerçant ne veut s'installer, mais comment effectivement très en amont, on pense à l'installation de ces structures. Hein.
Merci beaucoup. Alors, donc Laurence Park, effectivement, indique que les écosolides ont accompagné le porteur dans le cadre d'un appel à projet dans un QPV. Je ne sais pas si c'est le petit lieu, la ressourcerie petite enfance auquel tu pensais, mais voilà. Et en tout cas, vous trouvez sur le site du RTS quelques éléments là-dessus, et puis on voit directement avec notre métropole. Oui, le petit lieu. Eh ben, on vient de faire une fiche dénichée pour vous sur le petit lieu. Laurent Bieliki, cette fois-ci? Dans toutes les expériences, là, merci aux collègues de Grasse et de Marseille par rapport aux expériences que vous avez évoquées. Je crois qu'on voit bien qu'il y a un vrai enjeu parce qu'il y a de la créativité, il y a de l'énergie. Les institutions, elles peuvent être facilitatrices. On le voit bien à travers différents liens. Un service ESS, enfin, un volet ESS qui est dans le même service que celui de la politique de la ville. Laurent et Guillaume qui sont voisins de palier de bureau. Donc, comment on favorise un peu ces connexions-là de façon à ce que les stratégies soient davantage convergentes, hein, et on voit quel intérêt ça peut avoir ensuite sur le développement territorial. Et c'est pour ça que la question de la création et de l'élaboration des projets de quartier, alors ces projets de quartier, ils sont prévus pour le 31 mars, mais ils ne le seront pas fondamentalement. Enfin, chaque territoire va devoir travailler finement sur ses projets de quartier. Et je crois que c'est vraiment l'occasion de pouvoir, au cours de l'année 2024 et au-delà, essayer de rassembler l'écosystème d'acteurs pour pouvoir imaginer ce type de projet. Vous l'avez bien évoqué, dans les centres-villes, dans les centres anciens, la question de la redynamisation, de l'attractivité, elle peut passer par les liens à l'ESS. Il y a plein de services qui peuvent être offerts aujourd'hui dans des quartiers plus éloignés où l'ESS a un rôle à jouer. Et vraiment, il y a un enjeu autour de cette question du projet de quartier où on s'adapte davantage aux spécificités locales en tenant compte effectivement à la fois des difficultés et des énergies qui sont présentes. Ça suppose pour ça quand même que du point de vue institutionnel et politique, on ait une ambition pour ces quartiers, qu'on ne soit pas dans une logique de la réparation qui va nous amener à de la programmation régulière, habituelle. Voilà, c'est redonner de la valeur et de la dignité aux gens et prendre en compte qu'il y a la première richesse de ces territoires, elle est humaine, comme partout dans tous les territoires, et qu'il y a vraiment quelque chose à capitaliser là-dessus. Il y a un potentiel en développement quoi là-dessus. Je rejoins vraiment Valérie sur ce terme, et c'est là-dessus qu'il faut miser. Et la première chose à faire, c'est créer ces espaces de débat. Vous avez évoqué hein, l'enjeu d'avoir des lieux. L'enjeu d'avoir des lieux où on peut se retrouver de manière formelle ou informelle, où on peut réfléchir ensemble, où on peut présenter des choses, etc. Ça pose aussi la question pour certains quartiers de la place des bailleurs. On les a pas évoqués aujourd'hui, ils sont centraux et en particulier, ils financent parfois grandement, c'est variable selon les territoires, mais à travers la taxe, la TFPB, la taxe sur la foncière sur les propriétés bâties, dans certains contrats de ville, ils deviennent les financeurs principaux. Donc, comment cette TFPB peut être davantage orientée à la fabrication de projets de territoire, de projets de quartier, davantage reliée aussi au développement d'activités, à l'innovation sociale, à l'innovation économique type ESS dans ces quartiers? Voilà, c'est des pistes importantes. Merci beaucoup pour cette présentation. Guillaume, vous vouliez dire un mot? Alors, juste un mot, parce que j'aimerais vraiment bien qu'on aborde, même si ça va être rapidement, parce qu'il nous reste un quart d'heure, mais aussi le rôle de l'ESS pour renforcer le pouvoir d'agir des citoyens. Ça a été un des éléments qui a été souligné aussi au début et que j'aimerais vraiment bien qu'on puisse aborder. Mais Guillaume, peut-être si tu veux faire aussi le lien entre les Ouais. deux. Peut-être la transition, parce que Ouais. enfin, justement, par rapport à l'exemple que j'avais, on a parlé effectivement, on a parlé un peu ingénierie, Laurent a insisté là-dessus, on a parlé de la fabrique à initiative. C'est vrai qu'en fait, on doit, nous, en politique de la ville, se doter de ces outils, ou en tout cas les connaître, parce que, comme le disaient les collègues de Grasse, une intervention à caractère économique dans les quartiers
par nature difficiles, où ça ne marche pas très bien, ça nécessite des sacrés savoir-faire et d'avoir des connaissances solides. Et donc, nous, on se rend compte parfois que ça peut être un frein à l'installation de porteurs de projets si on estime qu'on a un porteur de projet qui est trop fragile, pas simplement économiquement. On a des porteurs de projets très qualifiés qui viennent de l'extérieur. Il y a un problème de greffe avec des quartiers parfois qui ne les acceptent pas. Et on a aussi des porteurs de projets issus du quartier qui ont une envie, de l'énergie, du réseau, mais qui n'ont pas forcément les qualifications. Et c'est vrai que d'avoir une très bonne maîtrise des outils d'accompagnement et d'ingénierie nous permet de construire des parcours. On a sur Marseille une couveuse de porteurs de projets en ESS intermède qui s'est spécialisée sur l'appui à la création d'activités économiques pour des porteurs de projets de l'ESS, donc qui est vraiment focus sur des structures, notamment principalement à caractère associatif. Ça nous a permis de faire émerger quelques porteurs qui ensuite s'installent. Et puis, je dirais, le pouvoir les aiguille ensuite vers les outils d'accompagnement et de suivi comme le DLA, qui existe toujours, avec des accompagnements individuels ou collectifs qui permettent aux porteurs de projets de monter en compétences de façon crescendo, de faire des points d'étape réguliers, de se faire accompagner sur de la stratégie financière, de la relation partenaire, maîtriser les outils de France Active qui peuvent être voilà, des vraies solutions d'apport de financement. Et en fait, c'est vrai que là, on a un rôle à jouer, c'est-à-dire que tous les porteurs de projets ne connaissent pas ces outils. Et pour nous, politiques de la ville, de les maîtriser, ça nous permet de visualiser tout de suite une idée, un besoin à répondre, un porteur qui aurait l'énergie, pas forcément les savoirs, eh ben on peut l'aider à cheminer, à acquérir ces savoirs-là. Et c'est vrai que là, je pense qu'on a un rôle de guidance hyper important. Et peut-être que je bascule justement sur le pouvoir d'agir. On a, nous, comme ça, enfin, j'ai un petit exemple rapide et peut-être que ça illustrera ce sujet. Il y a voilà, quelques années, sur le quartier d'Herbel, qui est un très gros quartier du sud de Marseille, 6000 habitants en QPV depuis l'existence de la politique de la ville. Et il s'est avéré qu'il y a quelques années, la Poste a fermé son bureau de proximité. Donc, on a à nouveau perdu un accès simplifié au service public. Et c'est une association, c'est une amicale de locataires qui a pointé le problème et qui a commencé à cogiter sur le sujet. Et finalement, un porteur de projet issu de cette amicale a participé à créer une structure collective, une association qui porte une conciergerie avec à la fois du service d'écrivain public, mais aussi qui a finalement réouvert des services postaux, de guichets de la Poste et de recueil et de collecte de colis de la Poste, qui était une véritable réponse à un manque sur le quartier, une véritable réponse aux besoins des habitants, et qui émergeait de la volonté des habitants de... Bon, puisque le service public s'en va, recréons un service public. Alors, ça prête à débat, on peut en discuter, du bien fondé, etc. Mais de fait, on est vraiment sur de l'initiative locale, de l'initiative d'habitants, portée par une amicale de locataires. Et là, les outils d'ingénierie sont venus au secours parce qu'il a fallu effectivement faire mûrir le projet avec de l'ingénierie solide et un vrai accompagnement et faire évoluer la qualification des gens qui portent le projet avec les dispositifs que j'ai évoqués. Donc oui, l'ESS, par sa forme juridique qui permet de mettre en place la structure qui porte un tel sujet, qu'ensuite on peut venir financer en fonds publics ou via la Poste ou via des fondations, et ensuite l'ESS qui peut pondre de l'ingénierie innovante pour permettre à ces gens de consolider le projet. Voilà, je ne sais pas si ça illustre ce que vous vouliez dire. Très bien, oui, 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 merci beaucoup. Philippe Mazel du Puissant Réparade, a Voilà. levé la main. Oui, tout à fait. Non, c'était juste pour donner un exemple. Je suis élu au Puy-Sainte-Réparade. On n'a pas de QPV au Puy-Sainte-Réparade, mais je suis président d'une régie de quartier à Marseille, la régie Service 13. D'ailleurs, vous avez vu que le nom s'affichait spontanément avec Zoom. Donc, par rapport à ce que tu dis, Anne-Laure, sur le pouvoir d'achat des habitants et l'ESS, nous, on a un exemple. On a un pôle d'économie circulaire où on récupère des encombrants sur le domaine privé des bailleurs sociaux. On les amène à une plateforme de tri et dans ces objets, on récupère des objets réemployables. Et on a une boutique solidaire à Frévalon, en pied d'immeuble, qu'un bailleur social, HMP pour pas le nommer, nous a donné en location tout à fait symbolique. Et dans cette boutique solidaire, on met à disposition, à titre tout à fait symbolique aussi, des objets pour que les habitants puissent consommer des biens de seconde main parfaitement en état, et y compris des éléments pour la petite enfance.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Philippe. Et puis, j'espère que tout le monde peut aussi suivre le fil d'échange dans le chat parce qu'il y a beaucoup d'interventions très intéressantes autour des questions de pérennité des projets et comment, au-delà de la question du foncier, on favorise aussi la mixité sociale dans les quartiers. Voilà, témoignage de notre métropole sur un groupe transversal. Politique de la ville, ESS, alimentation, déchets, économie circulaire, et puis des références sur la fabrique à initiative. Euh, Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je propose de retourner sur le pays de Grâce autour de justement la question de la citoyenneté. Comment est-ce que l'ESS contribue à au pouvoir d'agir des habitants des quartiers? Alors, très très concrètement, ça m'a beaucoup amusé parce que j'ai beaucoup entendu le mot ping-pong et c'était le terme que j'avais choisi pour aussi définir la relation qu'on peut avoir entre nous. Donc en fait, très concrètement, je vais vous donner un exemple de comment l'ESS peut renforcer le pouvoir d'agir des citoyens. Donc la politique de la ville a, en accompagnement pour ses programmations notamment, un collectif d'habitants qui s'appelle le Conseil citoyen, donc, qui est constitué d'habitants des QPV qui à la fois nous accompagnent dans nos choix, dans nos programmations, comme je le disais, et puis aussi qui peuvent proposer à leur tour des actions au sein des quartiers. Ce conseil citoyen, quand moi je suis arrivée, que j'ai pris mon poste, avait une demande très précise, à savoir de bénéficier d'un jardin, puisqu'ils ont bénéficié auparavant et que suite à un programme immobilier qui s'est développé, on les a privés de leur jardin partagé. Sauf que moi, je débarque, que la politique de la ville sans les autres services ne peut pas faire grand-chose, que moi, je suis loin d'être une spécialiste de ce genre de sujet. Donc, je suis allée trouver Valérie et je lui ai dit comment on pourrait faire, qu'est-ce que tu en penses? On a mis autour de la table, enfin, elle a mis autour de la table, je rends à César ce qui appartient à César, beaucoup d'acteurs, donc nos collègues de l'aménagement, notre collègue en charge du PAT, nos collègues en charge de l'éducation à l'environnement. Enfin, on s'est tous mis autour de la table et on a dégoté 6 terrains dispo, 5 ou 6, je ne sais plus. Enfin, des terrains qu'on a proposés dans le cadre d'une note qui a été validée par notre maire président, donc pour une mise à disposition. Donc ça, c'est l'étape politique de la ville. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on y fait sur ce jardin? Et bien là, je retourne voir Valérie qui me dit, mais on va proposer de l'ingénierie. Après, si tu veux prendre la suite, oui. On fait le ping-pong. En fait, je trouvais que ce qui était intéressant, c'est que dans la politique de la ville, on parle beaucoup et depuis toujours de la participation citoyenne. Et on est très encombré sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on crée des instances, on les consulte. Voilà, on parlait à l'époque, il y a 30 ans, je me souviens, on parlait déjà de démocratie participative, etc. Mais on est toujours très encombré. Ce que l'ESS propose dans ces modèles, c'est vraiment d'activer et d'encadrer et d'offrir en fait un cadre de développement du pouvoir d'agir des citoyens. C'est-à-dire de la simple consultation ou de la simple information, on passe vraiment à l'action. Et ça, c'est intéressant. Donc là, nous, on a eu une très formidable opportunité et Sylvie Bouvier nous avait été venue d'ailleurs nous rencontrer à Grasse sur ce sujet. C'est l'ANCT qui nous a proposé de mener une fabrique prospective sur le thème de la nature en QPV. Et ça a été une formidable opportunité pour justement, dès la deuxième réunion, ce n'était pas prévu à la première, d'impliquer les citoyens dans ce groupe de réflexion qui nous a permis justement de comprendre en fait quels étaient leurs besoins et de les aider à passer à l'action en trouvant un terrain et en les accompagnant avec effectivement de l'ingénierie pour développer, préciser leurs projets et qui devraient nous amener, on est allé chercher aussi des moyens pour les financer, qui devraient permettre dans les mois à venir de voir la création d'une association portée par ces habitants qui vont pouvoir investir ce jardin et développer leurs propres projets sur ce jardin. Donc, c'était intéressant de voir qu'une démarche, en fait, une démarche d'innovation sociale et d'accompagnement qui a vraiment permis de passer de la simple concertation, consultation à l'action pour des habitants du QPV.
Et je rajouterais que voilà, là c'est typiquement l'exemple de notre travail. Je rejoins mes collègues de Marseillais. En fait, la politique de la ville, alors je rejoins aussi l'analyse de Laurent, on crée rien, c'est un peu rude, mais nous on articule, on coordonne, on pilote, on fait se rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et in extenso, on finance quand c'est possible. Mais là, voilà, typiquement, c'est un projet qui va voir le jour au bénéfice de nos habitants, mais qui va à la fois servir également aux chefs de projet PAT pour y faire de l'expérimentation, où on va peut-être certainement pouvoir faire de l'éducation à l'environnement. Donc, c'est là où c'est génial, en fait, la politique de la ville, c'est comme on est sur le quotidien des habitants du matin jusqu'au soir, on peut intervenir sur plein de thématiques différentes. Et c'est pareil, donc l'ESS, c'est un service ressource pour nous, enfin une thématique ressource, mais il en va de même pour le sport, pour la culture, avec qui je joue au ping-pong aussi, en proposant, en lançant des perches, en disant voilà, il y a un besoin dans le QPV, qu'est-ce qu'on peut proposer, comment on peut faire, quels sont les bons acteurs à mobiliser. Et je trouve que voilà, cette manière de faire, c'est assez exaltant parce que voilà, on se répond, ça répond à une logique de transversalité qui, moi, m'est très chère parce que le service public, c'est aussi ça, hein, c'est plein de services côte à côte, mais qui doivent bien fonctionner ensemble pour le bénéfice de tous les publics. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait un peu la particularité et aussi le grand intérêt de la politique de la ville. Merci beaucoup Agnès et Valérie pour ce témoignage, hein. Ça fait voilà, du bien d'entendre des projets exaltants sur la politique de la ville et cette dynamique que vous avez bien illustrée d'aller chercher des ressources, de rebondir, de voilà, s'alimenter réciproquement, s'enrichir même, on pourrait dire réciproquement. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques ou interventions. Comme je vois qu'il est déjà 27, je voulais simplement vous partager, mais alors très rapidement, on vous enverra les éléments. Alors, est-ce que j'ai toujours bien le diaporama? Euh, quelques leviers qu'on avait identifiés dans le cadre de différents travaux du RTES et qui renvoient à ce qui a été présenté. Donc, très rapidement, c'était quelques propositions qui étaient issues des précédents travaux. Donc, on n'aura pas le temps d'en débattre aujourd'hui, mais voilà, je vais les présenter très rapidement sur l'inscription de l'ESS dans les contrats de ville et dans les projets de rénovation urbaine. Donc, inscrire l'économie sociale et solidaire et mobiliser ces acteurs. Inscrire la question du foncier, dont il a beaucoup été question. Et puis, l'enjeu de l'économie informelle, dont on a assez peu parlé, mais qui est aussi un des sujet qu'on a travaillé sur la façon dont l'économie sociale et solidaire peut aider à la formalisation d'activités informelles. On a également évoqué la question des financements, des appels à projets et des financements dans la durée. Et comment ces modalités de financement peuvent inciter à la coopération et pas à la mise en concurrence, qui était un des points soulignés par Laurent Bielicki en ouverture. Comment on peut penser les appels à projets pour, par exemple, inciter à des réponses communes, inciter ou peut-être même obliger à des réponses communes. Euh, Autre point, ben, bien sûr, enfin, le repérage des initiatives, l'accompagnement de celles qui le souhaitent, accompagner leur essaimage et les faire connaître auprès du grand public. Et là, les collectivités locales peuvent avoir un rôle important. La question des dynamiques collectives qui ont été évoquées et de l'approche un peu par filière. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif ont été évoquées. On n'a pas parlé des pôles territoriaux de coopération économique, mais voilà, on pourra y revenir si vous le souhaitez. La question aussi qui a été évoquée à plusieurs reprises de la façon de faciliter les échanges, l'interconnaissance à l'échelle
d'un quartier. C'est un des points aussi qu'on avait identifié sur comment est-ce la collectivité peut favoriser la création de lieux qui soient partagés, qui permettent l'élaboration de projets communs et qui soient destinés à la fois aux habitants, aux porteurs de projets, puis plus largement à l'ensemble des acteurs du territoire. Un point qui n'a pas été évoqué aujourd'hui, mais qu'on aura l'occasion d'évoquer et sur lequel la CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur travaille beaucoup, c'est la question de la commande publique responsable et comment on outille les acteurs de l'ESS, notamment dans les quartiers politiques de la ville, pour répondre à la commande publique responsable. Et puis, un point sur la nécessité d'inscrire les relations dans un temps long, l'idée de faire confiance qui a aussi été évoquée, et puis la dimension aussi co-construction des réponses aux besoins des territoires et co-construction aussi de la façon dont on évalue, dont on regarde ces projets. Comment est-ce que justement les critères, les indicateurs ne peuvent pas être uniquement la création d'emplois, par exemple, mais comment est-ce qu'à l'échelle d'un territoire, on peut, en collectivité et acteurs, travailler sur une évaluation de la richesse produite, de l'utilité sociale produite. Voilà. Très rapidement, alors très prochainement, on va sortir, l'ANCT, dans sa collection Comprendre et agir, deux publications autour de la politique de la ville et de l'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas, Sylvie, si tu veux en dire un mot. Euh, Je peux pas. Ah, voilà, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas en dire grand-chose pour l'instant parce que c'est en gestation. C'est juste, juste pour vous indiquer que avec le RTES et nos différents partenaires nationaux, on travaille quand même depuis de nombreuses années à essayer d'articuler les écosystèmes, qu'on est dans un temps clé pour vous, parce que vous êtes, enfin, les collègues qui sont sur la politique de la ville, parce qu'on est dans un temps d'élaboration des contrats de ville. Donc, il y a énormément de choses à aller récolter, à faire valoir. Donc, voilà, je vous remercie tous pour ce qui a été dit là, parce qu'il y a déjà énormément de choses. Et donc, ces deux ouvrages, là, vont sortir prochainement, mais je ne sais pas du tout si ça sera dans le timing exactement de l'agenda des contrats de ville, parce que c'est toujours très compliqué. Il y a des temps politiques qui sont très lourds chez nous, chez vous aussi certainement, hein, pour ceux qui sont en collectivité. Mais bon, là, en ce moment, nous, on est dans l'attente, donc voilà. Et puis, euh, déjà, aujourd'hui, dans les contrats de ville et anciennement, moi, j'ai été regarder dans les financements État sur les contrats de ville depuis 2015. Il y a déjà des choses qu'il faut absolument faire valoir. Par exemple, des ressourceries qui existent, qui sont financées, qui sont accompagnées depuis très longtemps par la politique de la ville et qui sont souvent vues dans un volet très cohésion sociale, on va dire, alors qu'en fait, sont des acteurs économiques du territoire. Et il faut aller chercher ces acteurs-là. Je pense aussi aux épiceries. Enfin, il y a pas mal de choses en fait qui sont souvent vues dans les contrats de ville sous un volet lien social ou cohésion sociale, alors que là derrière, il y a des emplois, il y a de la création de valeur territoriale. Il faut se donner les moyens de la valoriser, de la promouvoir, parce qu'en fait, ben, on retombe, on risque toujours on avait cette difficulté dans la génération précédente. Je vais aller vite, hein, Laure, mais quand même, pour revenir là-dessus, dans la génération précédente, enfin, 2015 des contrats de ville, on a essayé de mettre le volet emploi des bécos et sur ce volet, sur le côté ESS, nous, on allait vraiment aller chercher l'activité économique, etc. Ça a très, très moyennement fonctionné, on peut se le dire tous. Et aujourd'hui, dans ce nouveau temps des contrats de ville, je veux dire, il faut juste déjà aller récolter ce qu'on a en magasin, qui est là, mais je veux dire, à le promouvoir au-delà justement de cette fonction réparatrice dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a un espèce de biais cognitif qui est assez insupportable, je trouve, aujourd'hui sur les contrats de ville, c'est qu'on a toujours tendance à avoir une entrée hyper cohésion sociale alors qu'on a des structures de l'ESS, des associations qui ont des activités économiques
et qu'il faut, voilà, et qui produisent réellement de la dynamique territoriale, de la valeur territoriale. Il faut absolument les montrer, les faire, voilà, les faire voir. Voilà, ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Ben, voilà. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci Sylvie pour cette présentation, pour voilà, cette contribution. Ben, écoutez, ben, donc, pour ce premier webinaire du Club des collectivités consacré à la politique de la ville et ESS, on va revenir rapidement vers vous avec une proposition de prochain programme. On espère, alors je ne sais plus, David, dis-moi, est-ce que la prochaine rencontre est en présentiel ou non? Ou est-ce qu'on n'a pas encore arrêté? Parce qu'on voilà, on souhaite un peu alterner des Nous n'avons pas rencontres. encore statué, Anne-Laure. D'accord, ok. Mais voilà, on espère pouvoir se voir en vrai et sans doute avec des visites apprenantes pour partager aussi peut-être sur une journée entière autour de thématiques. On a identifié quelques thématiques, on reviendra rapidement vers vous. On espère vous retrouver nombreux et que ce webinaire a répondu à vos attentes. On vous enverra les coordonnées. On mettra, si vous en êtes d'accord, les coordonnées des intervenants. N'hésitez pas à les contacter. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir.